Aujourd'hui, on va parler de harcèlement scolaire, un sujet difficile, douloureux pour certains, mais il est important d'en parler pour mieux comprendre son fonctionnement et savoir comment y mettre fin. Alors, que peut-on faire pour éviter le harcèlement et comment réagir si son adolescent est harcelé? Les réponses, juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Que peut-on faire pour éviter le harcèlement et comment réagir si notre adolescent est harcelé? Une interview de Solène Roland-Richer, auteure, conférencière et formatrice certifiée en discipline positive. C'est parti pour l'interview. Bonjour Solène. Bonjour Sarah. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Solène Roland-Richer. J'écris des ouvrages sur l'éducation positive et sur le management positif, qui sont des déclinaisons dans des domaines qui n'ont rien à voir, mais des mêmes théories d'Alfred Adler. Alfred Adler, il était contemporain de Freud et il a beaucoup écrit sur le pouvoir de l'encouragement et sur le développement du sentiment d'appartenance chez les êtres humains pour voir les comportements inappropriés chuter. Et puis, c'est aussi des déclinaisons en outils concrets, des mêmes découvertes en neurosciences. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait avec la meilleure intention du monde qui fonctionne quand on s'adresse aux enfants, et qu'est-ce qu'on fait avec la meilleure intention du monde qui ne fonctionne pas, voire qui est contre-productif, notamment dans le cas du harcèlement qui est notre sujet aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire que concrètement, 50% de mon temps, je suis dans les entreprises. Ça pouvait être auprès d'Hermès sur la communication positive ou auprès de Sciences Po où j'anime effectivement 2 jours sur enrichir son leadership positif avec les neurosciences. Et puis 50% de mon temps, je suis dans les écoles avec des interventions sur la discipline positive et autour du climat scolaire, par exemple, sachant que effectivement la recherche internationale a montré que les politiques systémiques d'amélioration du climat scolaire étaient le meilleur moyen pour réduire effectivement le harcèlement en milieu scolaire. Voilà, et peut-être avant d'aller plus loin, pour comprendre aussi où s'arrêtent mes compétences et être tout à fait honnête, dans le harcèlement, il y a vraiment mettre fin au harcèlement à court terme, et parfois il y en a vraiment besoin. Il peut y avoir des enfants, des élèves, des adolescents en danger de mort, notamment je pense au sexting. Donc il y a mettre fin au harcèlement à court terme, et puis il y a mettre fin au harcèlement à long terme. Et moi, c'est vraiment sur cette ambition à long terme, comment on crée les conditions d'une école sans harcèlement. Et pour que ça soit plus concret, c'est un peu comme imaginer si on veut éviter la noyade des enfants, si on veut éviter que des enfants se noient, ben, le meilleur moyen, c'est de leur apprendre à nager. Donc, quelque part, c'est ce que je fais, développer les compétences socio-émotionnelles des élèves. Et c'est le meilleur moyen pour leur apprendre à nager, pour leur apprendre à secourir quelqu'un qui serait en danger, pour leur apprendre à identifier quand est-ce qu'on va dans la mer, quand est-ce qu'on n'y va pas. Voilà. Maintenant, s'il y a un enfant qui est en train de se noyer, c'est pas le moment où on va lui apprendre à nager. C'est pas le moment où on va apprendre aux autres comment on fait pour secourir. À ce moment-là, on intervient et on le met sur la plage. Et là, tout de suite, on voit un des paradoxes du harcèlement, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et que certains font très bien, notamment Respect Zone, qui est une formidable association pour sauver un adolescent qui est qui est pris dans une dynamique de harcèlement avec parfois vraiment un danger mortel. En même temps, ce n'est pas forcément ça qui va aider à éviter que la situation se reproduise et qui va améliorer les choses en général. Parce que ce qu'il faut, c'est leur apprendre à nager. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, c'est parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez nous expliquer votre vision du harcèlement? D'accord. Alors, il faut savoir que malheureusement en France, très souvent, les politiques de harcèlement et la vision du harcèlement s'appuient sur les travaux d'Arnold Véhus, qui est le premier à avoir pensé dans les années 70 le harcèlement. Donc c'est génial, il a été le premier à théoriser les choses. Mais pour lui, le harcèlement, c'est un problème entre deux personnes, si je résume, si je simplifie. Alors qu'après, il y a Picasse, et moi, ma vision, c'est la vision d'Anatole Picasse, et
qui est la vision aussi adoptée en Finlande, au Canada, en Australie pour lutter contre le harcèlement, Anatole Pikas a apporté une vision beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus subtile, beaucoup plus en nuances et du coup beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que pour Anatole Pikas, le problème du harcèlement, c'est pas un problème entre deux personnes, c'est un problème de groupe. C'est un groupe, social qui dysfonctionne. Et à un moment donné, bah voilà, on voit le phénomène qui apparaît entre deux personnes, mais c'est le groupe qui le rend possible. Et ça, c'est vraiment très important parce que pour lutter contre le harcèlement, il va falloir travailler sur l'ensemble du groupe et pas se focaliser ni sur la cible, ni sur l'intimidateur, mais travailler vraiment sur l'ensemble du groupe. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sarah, par exemple, si on était dans la même pièce et qu'on était des ados et que je me mettais à moquer de toi, il y aurait sans doute au bout de 2-3 fois où tu dirais « c'est bon, Solène, ça suffit ». Mais si je fais la même chose et que je regarde les autres et que les autres rigolent, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une disproportion de force, ça risque de te figer, il y a une dynamique de harcèlement qui va se mettre en place et en fait, tu ne pourras pas rien dire, tu ne pourras pas lutter et j'ai besoin des autres. Ça va être la même chose. Aujourd'hui, on en a vraiment conscience avec le harcèlement sur Internet. Souvent, il y a une photo humiliante, par exemple, qui est postée. Et puis après, c'est surtout à chaque fois le groupe qui va la relayer ou qui va rajouter une moquerie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est de voir le harcèlement comme un problème social, global, et le traiter comme tel, pour être efficace. Et puis, une autre chose que dit Picasse qui est très importante, c'est que la répétition, quand on dit harcèlement, on dit effectivement violence physique, verbale, émotionnelle, répétée à l'encontre d'une cible. Et en fait, la répétition, souvent, on pense que du coup, il y aurait je caricature un peu, un méchant harceleur qui s'acharnerait sur sa victime. Malheureusement, oui, parfois ça arrive, mais dans la plupart des cas, la répétition, elle est du côté de la victime, dans le sens peut-être que le harceleur il s'est moqué 3 fois, il a trouvé le surnom, puis après, le surnom est repris par les autres. Et ça, c'est vraiment aussi important parce que si, par exemple, dans les conférences que je fais, si je demande est-ce que certains d'entre vous ont été victimes, des gens lèvent la main et souvent, si on leur dit est-ce que vous vous souvenez d'avoir été intimidateur, harceleur ou en tout cas d'avoir permis cette dynamique, la plupart pensent que non. Sans se rendre compte que peut-être qu'eux aussi, dans leur classe, il y a eu une personne qu'ils n'aimaient pas trop, qui avait un surnom et ils l'ont utilisé. Ou une fois, effectivement, ils ont refusé de s'asseoir ou refusé qu'une personne s'assoive à côté d'eux. Et ils se sont dit, c'est pas grand-chose parce qu'eux, ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois sur un trimestre. Sauf que le problème, c'est que du côté de la victime, tous les jours, il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui font ça. Et du coup, c'est vraiment une façon de penser le harcèlement différemment et qui permet aussi de repérer beaucoup plus de situations de harcèlement. Parce que souvent, on se dit, oui, quand on regarde ce qu'a fait l'auteur des faits, on se dit, c'est pas grand-chose, c'est qu'une fois, c'est que… je voudrais aussi, une autre chose qui est importante, c'est souvent, on a l'impression que le harcèlement, c'est quelque chose qui est le fait d'enfants qui seraient très mal élevés ou de collège où il y aurait un gros problème. Or, par exemple, Jean-Pierre Belon, qui justement s'appuie sur les travaux de Picasse et qui a développé la méthode de la préoccupation partagée, il nous dit qu'il y a à peu près le même taux de harcèlement dans tous les collèges et lycées de France. En fait, ça peut varier un tout petit peu d'une classe à l'autre. Et bien sûr, le harcèlement ne va pas prendre les mêmes formes peut-être dans un arrondissement du 16e ou dans une banlieue sensible, mais le massacre, effectivement, sera le même. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. C'est-à-dire, c'est un phénomène naturel. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour pas qu'il y ait une réaction de défense quand dans un collège ou un lycée, il y a un cas de harcèlement, on dit normalement ça ne se produit pas ici et tout de suite, il faut régler les choses. En fait, il faut penser le harcèlement, l'approche du harcèlement comme on pense l'approche sur la route avec les accidents de voiture. C'est-à-dire, on ne se dit pas, non, il ne peut pas avoir eu un accident de voiture, c'est quelqu'un de très poli ou c'est quelqu'un de très gentil. On sait que même si on est bon conducteur, on peut, à partir du moment où on est sur la route, être pris dans un accident et même avoir causé cet accident. Et en fait, à partir du moment où on est un humain, un adulte, un enfant, un adolescent, pris dans un groupe et avec cette idée de contrainte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter le groupe si ça commence à se tendre. Vous
êtes dans la classe, vous êtes obligé d'y rester, eh bien à ce moment-là, il y a risque de harcèlement. Et du coup, il faudrait voir les choses de façon dépassionnée en amont, en disant bon bah alors s'il y a harcèlement, qu'est-ce qu'on va faire? Un peu comme un accident, c'est pas au moment où il y a l'accident qu'on se dit comment on pourrait le soigner, à quel service on pourrait faire appel pour nettoyer la route, pour conduire les blessés à l'hôpital. Vous voyez, tout est organisé en amont. Et bien sûr, ça n'empêche pas, si on détecte une montée des accidents, de mettre en place des politiques de prévention, d'accompagnement à tous les niveaux. Voilà, donc ça, je pense que c'est aussi important d'avoir cette vision du harcèlement comme quelque chose de malheureusement banal qui peut arriver. Et ça ne fait pas du collège un mauvais collège. Et au contraire, il faudrait que les parents recherchent un collège et des lycées où les chefs d'établissement, les directeurs disent oui, bien sûr que le harcèlement peut se produire chez nous, on en a conscience. Et bien sûr, nous avons réfléchi. Et si ça se passe, voilà ce que nous allons faire pour intervenir, réduire l'impact et permettre à tous les acteurs, et ça aussi c'est une vision importante de la lutte contre les harcèlements, de permettre à tous les acteurs de cette dynamique de sortir la tête haute du harcèlement. Et c'est ça les conditions pour qu'il y ait moins de harcèlement dans le futur. Super, merci beaucoup. Alors, quand vous parlez de développer les compétences socio-émotionnelles, ça consiste en quoi? Alors, l'idée, c'est que souvent, dans le harcèlement, on pense que les enfants, les adolescents n'ont pas conscience du mal qu'ils font ou n'ont pas conscience des risques qu'ils encourent ou s'ils harcèlent quelqu'un d'autre ou n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir. Alors c'est vrai, parfois il y a besoin de leur apprendre, il y a besoin de développer cette connaissance, mais généralement c'est pas la méconnaissance de la règle ou des conséquences au manquement de la règle qui est problématique. D'accord? Et je vais donner un exemple très clair qui n'est pas un exemple de harcèlement, bien sûr. C'est par exemple, nous qui avons des enfants, on sait bien, enfin beaucoup d'entre nous, en tout cas, on sait bien que ça ne sert à rien de crier. C'est pas ça qui va aider. Pourtant, il y a des moments, on va crier parce qu'on perd la compétence à gérer notre frustration de façon calme. Parce qu'on perd notre compétence d'autorégulation, parce qu'on n'a peut-être pas les compétences de communication respectueuse quand on n'est pas du tout d'accord avec ce que l'autre fait. D'accord? Donc on voit bien que on sait et pourtant on ne peut pas s'empêcher. Et c'est souvent la même chose qui se passe. Les enfants savent, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Attention, je ne veux pas du tout dire que c'est la même chose, l'exemple que j'ai donné avec les parents et avec le harcèlement, mais c'est pour faire comprendre que ce n'est pas la règle ou la connaissance aux conséquences du manquement de la règle et l'impact négatif sur notre enfant, sur son estime de soi, qui nous empêche de le faire, c'est juste qu'on n'a pas les compétences. Et donc, du coup, intervenir pour développer les compétences, c'est comment on développe justement la capacité à gérer sa frustration de façon constructive pour moi et pour les autres. Comment on développe la capacité d'être en recherche de solutions et pas de coupables. Comment on développe l'empathie. Comment on développe la communication respectueuse, c'est-à-dire la capacité à dire stop, mais de façon à être entendu. Comment on développe le courage, la capacité à dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et effectivement, la capacité à dire non à haute voix quand on pense non dans notre tête, et très souvent, justement pour tous les témoins, il y en a beaucoup qui vont penser non et qui vont suivre pour éviter d'être la prochaine victime, parce qu'ils n'ont pas les mots, les outils pour le faire. Donc tout ça, il y a des façons d'intervenir et on forme les enseignants ou on forme les parents pour développer ces compétences-là chez les enfants et en eux-mêmes, parce qu'on a tous besoin, et ça c'est vraiment important aussi pour penser le harcèlement, c'est qu'il n'y ait pas d'un côté des gens qui auraient des problèmes et de l'autre des gens qui seraient respectueux 100% du temps. C'est vraiment un continuum où on peut toujours s'améliorer et ça c'est vraiment important. Donc l'idée c'est de rendre les enseignants, les parents, les adultes, les éducateurs au sens très large du terme, plus efficaces. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous voyez un enfant très énervé. Souvent, en tant qu'adulte, vous allez lui dire « calme-toi ». Okay, bon, maintenant, pensez à vous quand vous avez une journée horrible. Il y a eu des grèves, ou il y a une reprise du corona, ou votre belle-mère débarque pour vivre 6 mois chez vous, ou le collège de votre enfant vous a appelé pour dire qu'il avait mis le feu. Enfin, vraiment, une journée extrêmement pénible. Si vous vous énervez et que votre conjoint ou votre enfant aîné vous dit « calme-toi », est-ce que ça vous aide? Ben non, a priori,
Rien que d'y, ouais, c'est ça. Rien que d'y penser, l'énervement monte. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on dit aux enfants pensant et aux adolescents pensant les aider, c'est-à-dire l'adulte qui dit calme-toi, il pense que c'est aidant, alors que ça l'est pas du tout. Donc on va remplacer, on va détecter que l'enfant manque de capacité à réguler ses émotions, et que du coup, quand il est stressé et énervé, peut-être qu'il devient agressif. Et du coup, on va lui donner des outils, lui apprendre pour mieux gérer ses émotions de façon constructive pour lui et pour le groupe. Il y a une chercheuse qui s'appelle Patty O'Grady à Berkeley qui a montré par exemple que l'empathie, ça sert à rien de dire à quelqu'un il faut que tu sois plus gentil. Il faut, si on veut vraiment, si ce qu'on veut, si notre but, c'est pas d'humilier l'autre, c'est pas de faire une leçon de morale, mais si notre but c'est que demain l'adolescent qu'on a en face de nous fasse preuve de plus de gentillesse, il va falloir que l'empathie, il la ressente de la part des adultes autour de lui. Et trop souvent, dans le cadre du harcèlement, ce qu'on va faire avec les personnes qu'on identifie comme étant les intimidateurs ou les harceleurs, même si j'aime pas ce mot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être très strict, très sévère, voire un peu humiliant. Comment tu peux faire ça? Mais c'est vraiment odieux. Et en fait, bah, l'idée, c'est que si ce qu'on cherche à ce moment-là, c'est à développer leur empathie et leur gentillesse, on est complètement à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire qui, au contraire, va la développer. Et du coup, par exemple, dans la discipline positive, il y a des activités à faire avec les élèves et puis il y a des façons d'interagir avec les élèves qui vont développer jour après jour, brique après brique, pas après pas, les compétences socio-émotionnelles qui sont celles du vivre ensemble, hein, qui sont celles qui font qu'une société fonctionne, qui sont celles qui fait qu'il fait bon aller en classe et qu'on se sent en sécurité pour les adolescents, mais aussi pour les enseignants, parce qu'il y a aussi du harcèlement de la part de certains enseignants, mais aussi de la part de certains élèves envers les enseignants. Et c'est des sujets qui sont encore un peu tabous aujourd'hui. Si votre adolescent est harcelé, comment doit-on réagir et quelle est la marche à suivre? Merci beaucoup, Sarah, pour cette question qui est très vaste, qui mériterait effectivement d'y passer 2 heures. Il y a 2 temps. Il y a le moment où on l'apprend et puis il y a la suite. Alors, je voudrais parler du moment où vous l'apprenez. Il va falloir que vous fassiez très attention pour éviter une surenchère d'émotions, c'est-à-dire ne rajoutez pas de la colère ou de la peur à la peur. Donc, ça va être vraiment important pour vous de travailler sur l'autorégulation et j'espère justement que en ayant conscience que le harcèlement peut arriver à tous, ça évitera que les parents soient tellement en sidération en disant mais comment c'est possible. Voilà, malheureusement, c'est comme la voiture tout à l'heure. On sait que si c'est sur la route, c'est possible et on passe pas un temps dingue à se dire mais comment c'est possible. On est tout de suite en mode recherche de solutions, sauver les vies et aider tous ceux qui en ont besoin. Donc ça va vraiment être important. Faites-vous du bien, faites du bien à votre enfant, notez les faits le plus rationnellement possible. Et quand vous allez voir l'enseignant, les enseignants, le chef d'établissement, souvenez-vous, l'école est votre allié. Trop souvent, les parents, ils cherchent un coupable. Comment est-ce que c'est possible? Comment l'enseignant a-t-il laissé faire ça? Et en fait, en faisant ça, c'est méconnaître la réalité humaine. L'enseignant peut être super et ça peut quand même s'être produit. Et c'est Rosenberg a beaucoup parlé, a beaucoup dit, si quelqu'un se sent attaqué, il va mettre son énergie à attaquer et mettre son énergie à soit à attaquer, soit à fuir. Vous ne voulez pas avoir en face de vous un enseignant ou un chef d'établissement qui mette son énergie à protéger la dignité de son établissement ou à fuir en disant mais non, il n'y a pas de problème. Ce que vous voulez, c'est qu'il soit constructif, qu'il vous aide. Donc ça va être important que vous soyez capable de rester empathique, d'être aussi dans l'écoute avec ce chef d'établissement et pas exploser de colère et de souffrance, que je peux très bien comprendre. Hein, mais l'idée, c'est d'être constructif. Et surtout, ce qui va être aussi important, parce qu'il y a des chances qui vous disent, bah voilà, on s'en occupe, c'est de tout de suite prendre un rendez-vous pour faire le point dans une semaine. L'idée étant que l'école, elle peut mettre du temps à trouver une solution. Si vous exigez d'elle une réponse immédiate, le problème, c'est oui, dans les faits, il faut qu'elle trouve une solution, mais dans les faits, dire il faut que vous fassiez ça dans les 24 heures, c'est méconnaître ce qui s'est passé malheureusement dans 75% des cas de harcèlement sur les dernières années, et c'est les mettre en situation d'échec. Donc c'est de dire je compte sur vous pour trouver une solution et on se tient au courant. On est alliés, on est partenaires.
et partez avec une nouvelle date. Comme ça vous rassure. Et puis, ça vous évite après d'harceler l'école en essayant de leur parler. Et donc, du coup, ça va vraiment être important d'avoir cette démarche constructive. J'espère que j'ai été claire, mais c'est vraiment important parce que malheureusement, quand les émotions sont là, eh ben notre cortex préfrontal il est débranché et on perd la capacité à chercher des solutions de façon constructive. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est avoir des alliés et c'est de travailler intelligemment ensemble pour vraiment mettre fin au harcèlement et permettre à tout le monde d'avoir sa dignité intacte. Je vais parler de la vie à la maison. Malheureusement, la façon d'intervenir des adultes, au sens très large du terme, fait que 75% des situations de harcèlement continuent. Ce qui fait que malheureusement, quand votre enfant est dans une dynamique de harcèlement, elle peut durer quelques temps, voire quelques mois. Et donc, du coup, c'est se rappeler que la journée dure 24 heures et qu'en tant que parent, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. C'est pas soit je ne fais rien, soit je mets fin au harcèlement. C'est je peux quand même être utile, être efficace, être aimant en tant que parent et développer des compétences pendant cette période-là qui vont faire que mon fils ou ma fille sera un adulte qui tiendra sur ses deux jambes, qui sera capable de faire face aux difficultés de la vie. Alors, la première, ça serait je vais donner plein d'axes, hein, c'est pas il ne faut pas tout faire. Il y a des choses qui vont résonner avec vous et des choses qui ne vont pas résonner avec vous. Mais ça serait passer des bons moments en famille, créer des souvenirs heureux. Souvent, c'est une période un peu sombre, tout le monde est tendu, tout le monde est stressé, tout le monde est malheureux. Et donc, du coup, c'est mettez de la légèreté. C'est le moment, effectivement, en ce moment, on a plein d'ados qui, grâce à toutes les émissions culinaires, se transforment en pâtissiers. Donc, peut-être faites un concours de top chef improvisé chez vous à la maison. Initiez-vous aux jeux vidéo, demandez-lui de vous montrer comment jouer à Fortnite et jouer avec lui. Faites avec lui des choses qu'éventuellement vous ne feriez pas parce que c'est l'année scolaire, mais voilà, créer un peu plus de moments heureux, de bons souvenirs, ça va être important. L'importance de remplir son réservoir émotionnel, donc la puissance de la connexion. Alors je sais bien que certains ados voudront jamais être pris dans les bras, et puis d'autres, eh ben si. Et ben du coup, s'ils le veulent, faites-le. Dites-leur je t'aime. Remplissez tout ce qui leur fait du bien. Jouez avec eux. Parce que c'est aussi parfois cette dynamique du harcèlement fait qu'on socialement, on ne sait plus très bien comment réagir quand quelqu'un nous parle mal, soit on surréagit, soit on sous-réagit. Donc jouer avec lui, jouer avec eux en famille, c'est aussi l'occasion de modéliser certaines façons de faire que vous voulez voir, dire bien joué quand quelqu'un réussit un coup, dire on va arrêter le jeu parce que je me rends compte que là, on commence à pas se parler respectueusement. Donc vous allez pouvoir modéliser des choses que vous voulez voir vos adolescents adopter. Donc ça peut être un très bon moyen. Encourager ce qui fait de bien. C'est le moment, en fait, si effectivement il y a des endroits où c'est difficile, comme dans son collège ou son lycée, mais s'il y a d'autres bulles où c'est facile, du coup, aidez-le effectivement à encourager ce qui fait de bien. Valider ses émotions. Souvent, par souci de bien faire, on va lui dire mais non, il n'y a pas de raison de t'inquiéter, on va trouver une solution. Ou il n'y a pas attends, parle pas comme ça sert à rien d'être aussi agressif. Chaque fois qu'on touche aux émotions, contrairement à ce qu'on pense faire, c'est-à-dire les réduire, généralement, elles prennent de l'ampleur. Alors, soit visuellement, ça va être un ado qui crie, qui tape, qui hurle, soit à l'intérieur, un ado qui se referme, et puis après, ça peut se transformer à plus ou moins long terme en dépression ou en anxiété. Voilà, donc valider en disant je comprends que tu sois inquiet. C'est pas facile quand on ne sait pas encore quelle va être la bonne solution. Alors bien sûr, on va pas s'arrêter là. On va dire bon, et qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Ou est-ce qu'un bon chocolat chaud, ça te fera du bien? Ou est-ce que tu veux qu'on aille ensemble marcher? Alors un ado, ça marchera moins bien qu'un petit, mais quelque chose qu'il aime faire. Vous voyez? Ou lui dire je sais que tu es inquiète. Est-ce que tu veux que je te dise moi ma vision? Ma vision, c'est en ce moment, je suis plutôt rassurée parce que j'ai l'impression que ton chef d'établissement et ta professeure principale prennent ça vraiment au sérieux. Sont formées et qu'elles sauront intervenir de façon efficace. Par exemple, on sait
pour intervenir de façon efficace, on sait que mettre le harceleur et le harcelé dans une pièce ensemble, c'est une erreur qu'il ne faut absolument pas commettre. Donc, il y a des adultes, il y a des équipes qui sont super bien et qui sont super efficaces. Et il faut vraiment leur rendre grâce ou hommage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le critiquez pas. Laissez-le expérimenter ses propres solutions. Alors, justement, dire, si tu penses que ça peut marcher, essaye. Et puis, on fait le point dans 2 jours, on fait le point dans 1 semaine. Et puis, on voit. Si ça marche, tu continues. Si ça marche pas, on réfléchit ensemble à autre chose. Et puis, vous pouvez aussi dire, écoute, si tu penses que ça peut marcher, essaye. Est-ce que je peux te dire, moi, ce qui me fait un tout petit peu peur dans ce plan-là, mais je me trompe peut-être. Et puis là, vous dites quelles sont vos craintes. Et ça va vraiment être important de rendre, de pas ôter la toute capacité à votre enfant. Vous savez, souvent, on va essayer de prendre le pouvoir par souci de bien faire, mais ça va être important que votre enfant se sente capable en disant, mais je suis acteur et je suis capable de me sortir de cette situation-là, même s'il a besoin des autres adultes. Hein. L'idée, c'est que tout seul, souvent, ces dynamiques-là, une fois qu'elles sont installées, il ne pourra pas y mettre fin. Donc, il y a besoin des autres adultes, mais il y a besoin qu'il soit acteur. Ça va l'aider aussi à faire baisser son stress et son anxiété. Apprenez à nos enfants à dire non. Comment on dit non de façon respectueuse. Faites-vous du bien. L'idée, c'est que souvent, on va être très fragile en tant que parent. On peut être fragile, on peut être envahi d'agressivité, de peur. Et donc, du coup, ils ont besoin de parents solides. Donc, faites-vous du bien. Vous ne serez pas un mauvais parent si vous prenez du temps pour vous dans cette période-là. Au contraire, pour encourager nos enfants, il faut pouvoir s'encourager nous-mêmes. Et éventuellement, modéliser à voix haute. Dites, voilà, je sens la colère m'envahir et je sais que cette colère, elle est mauvaise conseillère. Je sais que je ne vais pas être très constructive si j'interagis avec tes enseignants dans cet état-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour baisser cette colère? Tiens, moi, je vais aller faire du yoga 10 minutes. Donc, ça ne veut pas forcément dire que faire du yoga 10 minutes va aider votre enfant, mais il apprend que les adultes aussi sont envahis par des émotions qui font que parfois ils ont plus tendance à réagir qu'agir de façon intelligente par rapport au but qu'on a, et ils apprennent les stratégies à mettre en place. Et puis vous pouvez donner du sens, vous pouvez, c'est vrai qu'on a souvent élevé nos enfants avec des Walt Disney en essayant de leur montrer que la vie c'était merveilleux, et on sait tous une fois adultes que la vie c'est pas ça. Nelson Mandela, il dit une très jolie phrase qui est: qu'est-ce qu'on découvre au sommet d'une montagne? Une autre montagne. Et la vie, c'est ça. On a une difficulté, bon ben voilà, on s'accroche, on trouve des solutions, on monte, il y a un moment de grâce où on souffle, où tout paraît parfait, puis de nouveau, il y a une nouvelle difficulté. Et c'est ça la vie, donc donner du sens en disant, tu le découvres un peu plus tôt que les autres, j'aurais aimé te protéger contre ça plus longtemps. Maintenant, voilà, c'est la réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut explorer? Et ça va vraiment être important de le faire. Donc ça, voilà, c'était plein de pistes. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, vous rappelez que ça va, vous n'êtes peut-être pas dans un sprint, mais dans un marathon. Et que du coup, prenez soin de vous, prenez soin d'eux, passez plus de moments voilà, à créer des petites bulles de légèreté. Et parfois, alors avec les parents, quand je fais cette conférence, enfin là c'est un podcast très court, mais quand on fait cette conférence avec des parents d'enfants, c'est peut-être moins le cas avec des collégiens ou des lycéens, et encore, je leur dis réveillez-le plus tôt le matin. Parce que souvent, notre réflexe, c'est de les laisser dormir plus longtemps. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école, donc on les réveille le plus tard possible. Parfois, ça nous arrange aussi. Et du coup, quelque part, ils arrivent à l'école à peine réveillés. Donc, au contraire, réveillez-les un peu plus tôt pour pouvoir créer une bulle émotionnelle de bien-être qui fait qu'ils vont être capables d'être plus résistants à l'école et d'être plus constructifs. Donc, vous aurez le temps de lire avec eux, vous aurez le temps, je pensais à cette maman d'un enfant en 5e qui adorait, qui était très sportif, et du coup, le matin, elle faisait juste 5 minutes de ping-pong. Elle mettait, vous savez, la petite barrière pour transformer la table du salon en table de ping-pong, et elle faisait une petite partie improvisée. Donc, il y a mille et une façons de passer un bon moment et de remplir ce réservoir émotionnel. Mais ça peut être quelque chose d'utile. Voilà, j'oublie plein de choses, mais...
Non, bah déjà, merci beaucoup parce que vous nous avez donné plein de pistes différentes. Donc en fait, pour résumer, au moment où ça arrive, il faut quand même, alors il faut agir en tant que parent, mais il faut quand même laisser l'enfant aussi trouver ses propres solutions et essayer des choses pour qu'il reste acteur du coup de la situation, mais aussi du coup essayer de créer une petite bulle quand même sympathique à la maison avec lui et de lui montrer aussi que bah, nous aussi, quand il y a des problèmes, voilà comment on réagit, comment on peut faire pour aller mieux, les solutions. Donc voilà, c'est un moment finalement où il y a plein de choses qui se passent. L'idée, il n'y a pas une bonne façon de faire parce que autant de cas de harcèlement, autant de cas différents. Il y a des moments, effectivement, il faut que l'adulte prenne tout en main. Donc, je voudrais pas dire, voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est des pistes. Dans certaines situations, on peut impliquer l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce que je pense faire, moi, en tant que parent. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux que j'aille tout seul? Mais poser des questions, c'est un outil qui développe les compétences de nos enfants. Donc, c'est toujours dans cette idée de comment utiliser une difficulté pour, au final, aller là où on veut mener nos enfants. C'est avoir cette posture aussi en tant qu'adulte, avoir la double posture. Oui, je veux mettre fin au harcèlement là tout de suite. Et puisque c'est pas toujours dans mon pouvoir, malheureusement, je peux quand même utiliser cette situation pour développer des compétences qui sont des compétences indispensables à mon enfant. D'accord. La recherche de solutions, le fait d'être en mode recherche de solutions, le fait de rester constructif, le fait de savoir, les Anglais disent self-care, donc prendre soin de soi pour justement faire le dos rond. Il y a un très beau proverbe qui est avec nos enfants, le but n'est pas de leur apprendre à faire le dos rond sous l'orage, mais de leur apprendre à danser sous la pluie. Et ça serait un peu, voilà, cette idée-là, cette idée d'être capable de tirer du positif, même quand il y a une situation négative. Le but, c'est pas de, attention, hein, c'est l'art du discernement, c'est pas la bouteille est à moitié vide et je vais la voir à moitié pleine, c'est je la vois à moitié vide et à moitié pleine. C'est-à-dire, je vois les deux et j'agis avec discernement sur les deux aspects. Et j'évite que mon émotion de parent négative, ce qui est normal, mais évite qu'elle contamine tout, même les moments où au final, ça pourrait être des beaux moments à la maison et ça pourrait être des opportunités de faire grandir nos enfants. Oui, je trouve que ça illustre très bien en fait ce que vous nous avez expliqué juste avant. Donc oui, c'est une très belle illustration et très belle citation. Et ben on arrive à la dernière question. Donc c'est la question pour les auditeurs. Quel message vous aimeriez transmettre aux auditeurs aujourd'hui? Qu'on a toujours plus de pouvoir qu'on ne le croit. Notre pouvoir, il faut le mettre au bon endroit. Il ne faut pas le mettre à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais il faut le mettre à nous faire et incarner ce qu'on prône. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour ne pas non plus s'épuiser dans la lutte contre le harcèlement. Et vraiment, ça va être en tant que parent, par exemple, pas seulement de dénoncer éventuellement les mauvaises façons de faire que vous avez vues dans les collèges ou les lycées, mais ça va être d'encourager ces mêmes collèges et lycées chaque fois qu'ils prennent des initiatives qui vont, qui sont bonnes, qui encouragent votre enfant. Et ça va être important. Trop souvent, on va relever uniquement les défaillances. C'est aussi effectivement se rappeler d'être aligné avec notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Se poser la question. Est-ce que ce que je veux vraiment, c'est déverser ma colère sur quelqu'un parce que vraiment je trouve que cette situation est injuste, ou ce que je veux vraiment, c'est trouver une solution? Et malheureusement, les deux objectifs ne vont pas forcément être atteints en même temps parce qu'on ne va pas dire la même chose dans un cas et dans l'autre. Et souvent, voilà, c'est d'avoir conscience de ça. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui compte le plus pour moi. Et j'ai pas de réponse pour vous. Hein. Chacun va répondre le mieux possible. Et puis c'est de se rappeler, voilà, j'ai beaucoup parlé de l'importance, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre fin au harcèlement à long terme. Et je le répète, hein, il y a des enfants qui peuvent être en danger de mort. Et dans ces cas-là, bah, l'idée, c'est pas développer les compétences dans la classe, le respect mutuel, l'empathie à moyen terme. Bien entendu, à ce moment-là, c'est pas l'urgence. Et l'urgence, c'est juste voilà, d'aider ses enfants. Et ça, c'était important pour moi de finir là-dessus.
Mais merci beaucoup Solène en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir pu partager tout ton savoir et toutes tes connaissances autour du harcèlement. J'espère vraiment que ça pourra aider les parents à y voir plus clair, à avoir des pistes de réflexion pour savoir comment agir, ce qui est le mieux pour eux en fonction de la situation. Merci beaucoup Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!